Bonjour et bienvenue du coup pour notre cinquième épisode de notre série Sci-Fi Héritage. Donc là on est de retour dans notre studio entre guillemets d'origine après un petit détour cet été chez toi. Et donc pour marquer un peu la fin de ce cycle, puisque ça va faire un an tout pile qu'on a commencé, nous allons parler d'un auteur qui nous tient à cœur et qui est majeur, c'est-à-dire Isaac Asimov. On reviendra un peu sur sa vie et sur son œuvre, surtout les fondations, le cycle de fondation, son cycle des robots. Puis il y aura beaucoup de choses à dire déjà sur ça. Et en conclusion, voilà, on prendra aussi un peu le temps de voir un peu quel est le programme pour nous, pour cette chaîne et vers là où on veut aller. Mais avant toute chose, restons sur Asimov et passons un bon moment, je l'espère. En tout cas, merci à vous d'être là. À Voilà, toi, mon papa. mais voilà, c'est très bien d'attaquer, pour terminer ce cycle, effectivement, Isaac Asimov, qui est un des auteurs principaux de science-fiction mondiale, et qui n'est juste au niveau des ventes que dépassé par Dune de Frank Herbert. Donc c'est quand même un monstre, quoi. Voilà. Alors, on va commencer par sa biographie, et sa biographie, elle peut se résumer du petit émigré russe qu'il a été au bon docteur américain. En fait, il est né à Petrovichi, en Russie, le 2 janvier 1920, dans une famille juive traditionnelle mais tolérante, et qui ont décidé d'émigrer aux États-Unis pour donner une meilleure qualité de vie et d'avenir à leurs enfants. Donc, la famille Asimov a débarqué à Brooklyn en 1923, donc Asimov a 3 ans, sans parler un mot d'anglais, obligé de travailler d'arrache-pied, parce que sinon, ils n'ont aucune aide, hein, c'est comme ça que ça se passe. Au bout de petits métiers, au bout de 3 ans de plus, c'est-à-dire en 1926, ils vont acheter un premier candy store, ils en auront 5 au total, successifs, hein, pas ensemble. Et dans un candy store, c'est un magasin typiquement américain, c'est un bazar, où on vend bien sûr des confiseries, des boissons gazeuses, des cigarettes, des timbres, des pulps. Et ça sera une influence sur Isaac. On verra ça par la suite. À 8 ans, il sera naturalisé américain. Et à 9 ans, alors qu'il a commencé déjà son parcours primaire et secondaire, classique, eh bien, à 9 ans, il sera obligé d'aller travailler dans le bazar avec des horaires de stakhanoviste, carrément. C'est-à-dire que ce bazar, il ouvre à 6 heures du matin, il ferme à 1 heure du matin, 7 jours sur 7. Un petit 19 heures de Voilà, donc, ouverture. voilà. Alors, il sera là, parce que sa mère, en fait, vient d'accoucher. Il sera là jusqu'à ce que son jeune frère pourra prendre la suite quand il aura 22 ans. Donc ça veut dire que entre 9 ans et 22 ans, il a été au magasin et au travail, scolaire et universitaire même déjà. Il aurait pu en garder de l'amertume de ça, pas du tout, parce que malgré tout, ça lui a coupé de pas mal de contacts de jeunesse, d'associations, de sport, enfin, que sais-je, y compris du contact avec les jeunes filles, puisqu'il avait absolument pas le temps. Mais non, lui, il en a gardé un très bon souvenir. Il dit moi, je me suis régalé de faire ça. D'ailleurs, maintenant, le travail, je n'aime que ça. J'aime pas les vacances, je n'en prends jamais. Ce qui est vrai, il ne prenait pas de vacances. Et il a donc été jusqu'à dire je n'ai jamais quitté la boutique de mon père. Donc c'est quand même c'est déjà un trait de caractère, ça, d'Asimov. Bon, il n'avait pas d'amertume, mais il se réfugiait aussi dans les livres. Il disait les livres, c'est ma seule compagnie. Alors bon, il était doué quand même, ça c'est certain, surdoué peut-être. C'est-à-dire qu'il avait une excellente mémoire et curiosité, intelligence, etc. Trait de caractère qu'on verra se préciser plus tard, il est assez fier de lui,
Parce que quand on lui posait la question, est-ce que vous aviez été un enfant surdoué, il disait oui, je l'ai été et je le suis encore. Bon, donc voilà. Ça, c'est Asimov, c'est un côté extraverti, là, assez rigolo quand même. Quoi, voilà. Bon, donc, il a été dans ce camp d'histoire. Dans ce camp d'histoire, il a lu des pulps, c'est-à-dire, on en a déjà parlé, de ces magazines de science-fiction qui étaient sur du mauvais papier. Et comme ils étaient en vente et que son père ne voulait pas les lui donner, il les reposait sur la devanture ou sur les rayons pour que les puissent être achetés et lus par des clients. Il lisait bien sûr les livres scolaires et il lisait tous les livres de la bibliothèque à laquelle il avait été inscrit. C'était vraiment sa passion, les livres. Hein. Il a toute sa vie, la passion, les livres, l'écriture, ça a toujours été très lié. Son parcours scolaire et universitaire. Bon, le parcours scolaire classique a été brillant. Il sort à 15 ans avec le bac. Et à ce moment-là, il va aller à l'université de Columbia, à New York, parce que c'est un New-Yorkais de souche, quelque part. Il adore sa ville. Hein. Et il va passer ce qui vient de la licence et un bachelor of science, pendant 4 ans. Donc à 19 ans, il aura sa licence. Il va essayer de s'inscrire à des facs de médecine, toujours de New York. Il sera refusé chaque fois. Bon, il dira peut-être que c'était pas pour moi, peu importe. Donc il va passer Master of Art, une maîtrise de chimie, au bout de 2 ans. C'est-à-dire tout ça va nous amener tranquillement aux alentours des années 41-42. En 1942, donc, il est appelé, les États-Unis sont rentrés en guerre, et il est appelé par son encore ami Robert Heinlein, qui était à Philadelphie, dans un laboratoire qui s'appelait le NAES, c'est-à-dire Naval Air Experimentation Station, Experimental Station, c'est-à-dire en fait c'était un laboratoire de la Navy qui employait des ingénieurs civils pour faire de la recherche militaire. Il y a un avantage énorme, c'est que ceux qui étaient appelés là, s'ils étaient en âge, ne partaient pas au front. Ils restaient dans le laboratoire. Mais, disons, notre ami Isaac en a un peu profité parce que, bon, ça ne l'intéressait pas tellement, il en a profité pour écrire les fondations. Ce qui a provoqué le courroux de notre ami Robert Heinlein, si vous vous en souvenez, on avait dit que c'était quelqu'un de très patriote, hein, et pour lui c'était insupportable qu'on se serve de ce laboratoire, en fait, pour éviter d'aller au front et pour écrire aux fondations. Ça laissait une brouille entre eux quand même, hein, ça c'est le moins qu'on puisse se dire. Il finit son service militaire en 1945-1946, et après il va faire un doctorat, toujours à l'université de Columbia. Il va faire un doctorat de biochimie, donc en 1948, il va être docteur en biochimie. C'est là qu'on va dire, qu'on va l'appeler le bon docteur. Toute sa vie, on va l'appeler le bon docteur. Voilà. Avec ce titre-là, il va être pris comme professeur de biochimie à la faculté de médecine de Boston de 1949 à 1958. Et il quittera cette faculté à ce moment-là pour gagner sa vie uniquement avec la littérature. Et il aura appris beaucoup de choses pendant ce temps-là. Il aura appris qu'il était un excellent conférencier et qu'il était un piètre chercheur. Oui. C'est ce qu'il dit lui-même. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Il avait failli d'ailleurs être renvoyé de sa faculté pour ce manque de recherche à un moment donné. Ah, c'est bien possible. En tous les cas, il était en désaccord avec beaucoup de ses collègues, c'est certain. Il a jamais été... ça n'a jamais été simple, son parcours. En tous les cas, pour quelqu'un qui a débarqué à l'âge de 3 ans aux États-Unis, qui ne parlait pas un mot d'anglais, qui finit, sans perdre de temps quand même, hein, par être professeur de biochimie à une faculté de médecine, bon... C'est pas si mal. Quand même, c'est une belle ascension déjà. C'est pas si mal. Alors, ce comportement avec les femmes, comment ça s'est passé? Il a eu 2 épouses. La première, c'est Gertrude, qui était d'origine juive comme lui, et qui était, comme lui aussi, vierge. Donc il est arrivé à l'âge de 22 ans pour se marier, vierge, ce qui prouve bien que, bon, c'est pas
comment dire, c'est pas une qualité ou un défaut, tout ça, c'est tout simplement la conséquence de la vie qu'il avait menée avant. Il a eu 2 enfants, David, oui, qui était un fils bien sûr, c'était son fils, il l'a aimé, mais il avait des grosses difficultés sociales, il n'arrivait pas à s'intégrer. Donc il a eu des mots durs pour lui dans son autobiographie. Mais enfin bon. Par contre, en 1955, il a eu sa fille, là, Robin, qu'il a adorée, et qui d'ailleurs après a pris sa suite, quelque part, pour sa mémoire avec Fondation, etc. Bon, il ne s'entendait pas avec sa femme, hein, pour tout un tas de raisons. Et à cette époque-là, il était séducteur, hein, ça c'est clair. Il en a profité parce qu'il a rattrapé un peu le temps perdu. Mais pas de problème, hein, c'est toujours la machine à écrire qui gagnait. Hein. C'était pas la nouvelle maîtresse. Hein. Bon, en 70, il regagne New York, il se sépare de sa femme, hein, il va à Manhattan. Et en 73, après son divorce, il se marie avec la femme de sa vie, qui s'appelle Janet, qui est une psychiatre. Hein. Peut-être que c'est ce qu'il lui fallait pour l'équilibrer. Et qui est une ex-mormone et athée comme lui, hein, c'est-à-dire profondément athée, rationaliste, ça donc on va le voir. Comme, disons, occupation principale, on l'a déjà dit, c'était la lecture, hein, et l'écriture maintenant. Alors l'écriture, hein, il a passé son temps à écrire pratiquement. Sa fille Robin a dit « j'avais un père très occupé, je ne le voyais jamais ». Et il a écrit avec un style d'une clarté remarquable. Il y a Jacques Guammard, qui est un critique français là, qui a écrit sur Asimov, qui disait c'est la quintessence de la clarté. C'est un type qui était vraiment très clair, comme on comprend qu'il était un excellent conférencier et qu'il était après un excellent vulgarisateur. En un content d'être très clair, il écrivait ses romans sous forme de dialogue, mais des dialogues très, très rationnels, très intelligents, en opposant des théories, des thèses totalement différentes. Et il pimentait ça de quelques crises, de quelques énigmes. C'était un amateur d'Agatha Christie, hein, un amateur de romans policiers. Par contre, il le dit lui-même, hein, il y avait des descriptions de ces héros étaient vraiment succinctes, hein, très peu de décors, très peu d'action, mais comme quand même c'est Asimov, il disait, quand on commençait un de mes livres, on ne pouvait pas le lâcher. Bon. Donc, il écrivait au fil de la pensée, et sans canevas, avec toujours, et ça il a toujours dit, il faut savoir, il savait où il allait, il savait quelle était la fin de ce qu'il allait écrire. Et il a écrit comme ça, sur sa vieille machine à écrire IBM, qu'il a gardée toute sa vie. Il y a eu un traitement de texte, mais simplement à la fin, et c'est lui qui écrivait, il n'a jamais eu de secrétaire ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il écrivait, bien sûr, il rédigeait lui-même ses œuvres. Il avait des index de lecture, des index de tous ses bouquins. Il répondait lui-même à son courrier. Plus que 90 000 lettres à la fin de sa vie. Il n'a pas arrêté, en fait, d'écrire. Et alors aussi, quand on lui a posé la question, si vous aviez 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez ? Il a dit, je taperai encore plus vite. Voilà. Bon, je crois quand même que ça veut bien dire ce qu'il est. C'était parti de lui. Alors, son caractère, hein, c'est pas très compliqué à savoir. Pour ceux qui veulent faire de la biographie, il a écrit 2 autobiographies. Voilà, une en 57 et une en 90, peu de temps avant sa mort, qu'il a appelée en toute modestie Asimov. Ouais. Mais il y a tout dedans. Hein, voilà. Alors, on pourrait dire que ce sont des auto-géographie. C'est-à-dire, c'est une ode à lui-même, quoi, en permanence. Il se reconnaît quelques défauts, quand même. Hein. Par exemple, qu'il n'aime pas le sport, la violence et des choses comme ça. C'est pas des gros défauts, quand même. C'est pas au contraire, on pourrait dire, c'est presque bien. Il est un petit peu jaloux de ses collègues et confrères, mais bon, non, c'est tout à sa gloire. Il dit, comme il le disait avant, je suis un être exceptionnel, pas de problème, voilà. Il fait beaucoup de fausses modesties, on ne va pas trop avancer là-dessus, mais on va donner quand même un exemple, c'est sur 2 exemples. Le premier, c'est sur son intelligence. Quand il est allé à l'armée,
on a fait passer un test qui s'appelle AGCT, c'est-à-dire Army General Classification Test. Et il a eu un QI à 160, ce qui est beaucoup, parce qu'au-dessus de 130, c'est considéré comme supérieur. En toute modestie, il a dit à tout le monde, hein, quand même. Hein. Bon, et tous ses amis l'ont su, mais il avait ça, effectivement. Il a affecté de ne pas savoir ce que voulait dire AGCT. Hein. C'est un acronyme qu'il ne connaissait pas, ça compte pas, je suis intelligent, j'ai besoin de ça. Et il a été recruté par le Mensa, que tu connais, je crois, qui est une association qui recueille justement les gens de haut QI, qui sont... Bon, il a dit, moi, j'aime pas ces gens-là, parce qu'en fait, ils se prennent tous pour des gens supérieurs, ils sont en compétition permanente, moi, ça ne me va pas du tout. Il y est resté des années, il en est quand même devenu vice-président international. Ça, c'est Asimov. On vient le chercher, il est content, tout ça, mais on vient le chercher, c'est pas lui, quoi. Bon, enfin, bref. Un deuxième exemple, c'est... Il se voulait aussi plus généreux que les autres. Hein. Avec ses éditeurs qui s'appelaient Doubleday, il disait toujours qu'il avait des trop perçus. C'est-à-dire, on lui donnait trop d'avance, trop de choses, il lui toujours remboursé. Et les autres, à la fin, chaque fois, il lui disait, mais Isaac, arrêtez de dire des bêtises. Enfin bon, voilà, bon. Mais il le savait, c'est de la fausse modestie, c'est pour attirer les choses. Alors, il est extraverti, c'est évident, et ça, c'est compensé un petit peu par un humour. C'est un homme qui a un humour extraordinaire. D'ailleurs, c'est un humoriste, c'est-à-dire que quand il y avait un banquet, quand il allait faire des conférences en croisière, hein, c'était toujours lui qui animait, il racontait des histoires drôles, il faisait rire tout le monde. Et, bon. Et quand vous lirez son autobiographie, si vous la lisez, je vous la conseille, vous aurez franchement tout un panel d'histoires, c'est vraiment excellent. C'était tellement excellent que lui-même, d'ailleurs, en a publié un livre qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français. Mais bon, c'est un humoriste. Et cet humour, je vais te donner quelques exemples, il y en a deux. Quand il a eu sa thèse en 1948, il a écrit une thèse canular, mais exactement dans les termes scientifiques, qu'il a publié dans Astounding. Et au courrier des lecteurs, eh ben, il y a des gens qui ont cru vraiment que c'était vrai. C'est-à-dire, donc, ils lui ont demandé des renseignements, etc., sur cette thèse. Et cette thèse était extraordinaire. C'était sur un composé qu'il avait imaginé, la thiothimoline. Hein. Et c'est un composé qui était soluble dans l'eau, mais qui avait la caractéristique de se solubiliser avant le contact de l'eau. Et il disait, c'est parce qu'il y a un transfert temporel, il y a un voyage temporel. Bon. Et les gens l'ont cru. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est avec sa femme. Ça, c'est extraordinaire. Janet, elle va à une séance de dédicace parce qu'elle aimait ses bouquins. C'est comme ça qu'il l'a connue. Et quand il dédicace son livre, il lui dit qu'est-ce que vous faites comme travail? Il dit ben, je suis psychiatre. Ah, et si on allait s'allonger ensemble sur le divan, hein, voilà, ça c'est Asimov, un côté extériorisé, bon, assez difficile quand même pour nous Français, on n'est pas habitués à des gens aussi expansifs. Donc, pour son caractère, il y a quelques traits quand même qu'on peut aussi compléter. Il était acrophobe, c'est-à-dire qu'il avait peur du vide. Ne serait-ce que d'aller sur la terrasse de son appartement à New York, qui surplombait Central Park, il ne pouvait pas y aller. Il avait le vertige. Il ne pouvait pas prendre l'avion. Pour quelqu'un qui a écrit sur des voyages interstellaires, c'est amusant. Il a voyagé quand même, hein, mais bon, il en fait en bateau, en train, en voiture, mais surtout pas en avion. Et c'était un citadin, lui. Il aimait sa ville, hein, il n'aimait pas trop bouger. J'avais lu, pardon, un truc qui était marrant, qui m'a un peu surpris, c'est qu'il était claustrophile. C'est-à-dire qu'il aimait bien les espaces fermés. Oui. Et qu'il avait organisé son bureau, ça ne le dérangeait pas que ce soit petit. Absolument. C'était plus facile à organiser et à gérer, alors que, vu l'agoraphobie, etc., je me suis dit, il aurait pu être claustrophobe, mais pas du tout, en fait. Il était tellement acrophile qu'il avait tourné son bureau du côté du mur et pas du côté de la fenêtre, hein, qu'il avait fermé par des rideaux. Donc, je veux dire, il était vraiment comme ça. D'ailleurs, on va revenir quand il a écrit Les Cavernes d'Acier, c'est tout à fait ça. C'est les villes souterraines. C'était pratiquement, lui, il n'aurait pas bougé de ça, de cette vie-là. Voilà. Bon, donc, il est
comme autre trait de caractère, donc, c'est au niveau politique. Hein. Ça, c'est important parce qu'il y a quand même des traits intéressants. C'est un démocrate libéral, c'est-à-dire pour les Américains, c'est quelqu'un de gauche. Il était athée, il était rationaliste. Pour un auteur de science-fiction, il ne croyait ni aux ovnis, ni au surnaturel, ni à l'au-delà. Il était féru de l'histoire et de la science. Hein. C'est quelqu'un qui était comme ça. Il était écologiste avant l'heure. Hein. Et il était pour l'humanité. Il n'aimait pas les nations, même si c'était très américain. Hein. Mais quand même, pour lui, l'humanité, c'était au-dessus. Bon, tout ça, c'est quand même des choses sympathiques. Et puis le dollar, bon, mais il aimait bien le dollar, mais pas au point. Enfin, pour moi, c'était pas pour faire de l'argent, être riche, il n'en a pas trop profité. Bon, comme on disait, il passait son temps à écrire, donc il n'a pas profité, même dans son appartement de New York, il n'en a pas profité beaucoup. Non, c'est très américain là aussi. Pour lui, c'était la reconnaissance de sa valeur littéraire. Voilà. Bon. Il a été rattrapé par la maladie, justement, quand il a eu 53 ans. Il a eu une première crise, à 57 ans, pardon, il a eu une première crise d'angine de poitrine. Et il a eu un pontage coronarien quelques années après, en 83. Malheureusement, à la suite de ce pontage coronarien, il a attrapé un sida post-transfusionnel. Et il est mort de ce sida en 92, donc lentement, hein, si on peut dire, hein, d'une insuffisance rénale et cardiaque. Bon. Il est mort en avril 72. Or, le sida, juste un rappel, c'est né aux États-Unis en 81. On a su que c'était des virus, des rétrovirus en 83, avec Montagnier, qui a eu le prix Nobel pour ça. Mais les traitements du sida actifs, il n'y a qu'en 96 que ça a commencé. Donc il n'a pas eu de chance, il est mort au mauvais moment, il aurait pu attendre un peu. Une petite anecdote aussi, c'est que sa femme, Janet, n'a annoncé son décès par sida qu'en 2002, c'est plusieurs années après. Parce qu'à l'époque, donc, quand il est mort en 92, ben, le sida avait une très mauvaise réputation, la réputation des gays américains et de la drogue. Hein. Et puis aussi, la coïncidence a voulu qu'Arthur Ashe, qui est un grand joueur de tennis que tout le monde connaît, mais qui était beaucoup plus jeune qu'Isaac, a attrapé un sida dans les mêmes conditions, à la même année que. C'est étonnant, hein, après un pontage, justement, en 83. Et il est mort en 93, donc un an après Isaac Asimov, mais en 92, il a annoncé qu'il avait le sida, pour justement faire connaître la maladie, être caritatif et tout ça, mais ça fait une telle émotion aux États-Unis qu'effectivement Jeannette a reculé pour dire le décès de son mari. Voilà. Donc, il a beaucoup écrit, 500 livres au total, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas trop. Sur les 500 livres, essentiellement des œuvres de fiction pour sa postérité. Alors, des œuvres de fiction, bon, des nouvelles à partir de 39, en 41, Nightfall, des romans juvéniles. Il a bien sûr l'histoire du futur, on va y revenir. Et il perdait rien, lui. Toutes les nouvelles qu'il faisait, il les mettait en recueil, ou il faisait des anthologies, enfin, toujours moyen de faire plus. Il a eu une petite pause après 59, jusqu'à 59, à partir de 59, j'arrive à le dire, parce qu'il est arrivé la New Wave, la nouvelle vague, hein, et également parce que à l'époque, il avait déjà trouvé un autre secteur plus facile que la science-fiction pour lui, c'était la vulgarisation. Bon, mais en 82, il est revenu, parce qu'on a à la demande de ses fans et de ses éditeurs, pour faire la suite de Fondation. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, ceci dit, dans cette petite pause qu'il a fait entre 59 et 82, il a quand même sorti 2 prix Hugo. Hein. Un prix de la nouvelle avec L'Homme bicentenaire et un prix du roman pour les dieux eux-mêmes. Hein. Donc c'était... voilà. Autre œuvre de fiction, le policier. Il adorait les romans policiers. Il a fait une série qui s'appelle Les Veuves Noires.
et œuvre non-fiction. Il faut en parler parce que aux États-Unis, il a été surtout connu pour ça. Les 3/4 de ses livres, c'est des œuvres de vulgarisation. On a déjà dit, il vulgarisait très bien, il avait une très bonne façon de comprendre et de faire comprendre les choses. Alors, on se portait sur la biochimie, sur l'astronomie, les mathématiques, etc., mais aussi sur l'histoire, mais aussi sur la Bible, mais aussi sur Shakespeare. En fait, il a écrit tout un tas de livres qui sont vraiment, moi j'en ai eu quelques-uns qui sont beaux, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, on passe sur ses contes, sur ses histoires humoristiques et ses poèmes là, un petit peu aigrillards, et puis il a fait 2 autobiographies. Donc en tout, quand même, 500 livres. C'est pas mal pour une vie. C'est énorme, et peut-être plus. Il a eu des prix, mais un peu en retard. On va parler des prix pour la science-fiction. Il a eu les prix Hugo. Le prix Hugo, c'est le prix des lecteurs. Il a eu un premier prix donc, en 63 pour ses chroniques scientifiques, justement, qu'il faisait à partir de ses vulgarisations. Et là aussi, une anecdote. La convention de Washington, où ces prix devaient être annoncés, la convention de science-fiction, le président, c'était Theodore Sturgeon, qui au dernier moment n'a pas pu venir. Et les organisateurs ont demandé à Isaac Asimov d'être président. Et c'est lui-même donc qui a annoncé son propre prix. Il ne le savait pas quand il a levé la main, ça ne l'a pas gêné. Et d'ailleurs, les organisateurs l'ont dit après, on savait que c'est vous qui avez le prix, c'est vous qu'on a pris exprès, parce qu'on savait que vous étiez le seul auteur science-fiction pour vous donner votre propre prix, sans le moindre embarras. Voilà, bon. Après, en 66, le prix de la meilleure série, c'était la seule fois que c'était décerné de romans pour Fondation, les 3 premiers Fondations. 2 autres prix après de romans et 3 prix de nouvelles. En 86, il a eu le Grand Prix Nebula Awards, c'est le grand maître. Hein, voilà, bon, donc quand même, il a eu des prix un peu plus tardivement qu'Hélène, d'ailleurs il en voudra, mais il a eu des prix. Alors pour terminer cette biographie, on peut parler un peu de la comparaison avec les auteurs qu'on a vus avant. Lien indirect avec Stéphane Hull, bon, il n'y en a pas beaucoup de liens avec Hull parce que, à part Par retour à zéro, qui est un livre sur la miniaturisation d'hommes, d'individus qu'on fait rentrer dans un corps humain pour le soigner, et il y a eu le voyage fantastique qui a été fait, et il a fait un roman de ce voyage fantastique, mais lui, il n'avait pas fait le scénario, il n'avait pas participé au film du tout. Avec Lovecraft, moi je trouve qu'il y a des rapports intéressants. Parce qu'ils sont bien sûr tous les deux rationalistes et athées. Alors voilà, il n'y a pas. Ces deux, ils sont les deux au même sommet. Hein. Et il a écrit, là aussi, Asimov, il a dit, moi je préfère une éternité de sommeil sans rêve à une éternité à se faire rôtir en enfer ou à s'ennuyer au paradis. Il était aussi anti-tabac, anti-drogue, il s'est parfaitement bien intégré aux États-Unis, il n'a pas fait de communautarisme du tout, hein. Et ça aurait plu beaucoup notre ami Lovecraft. Avec Dick, le rapport c'est les androïdes. Hein. Pour Dick, le robot, l'androïde est un ennemi. Hein. Il a très bien écrit dans Blade Runner, enfin du le livre. Hein. Et d'autant plus ennemi qu'on est peut-être une part d'androïde en nous. On est peut-être des androïdes. Pour Asimov, pas du tout. Pour lui, le robot, ou un androïde, à partir du moment où il est programmé, il ne peut nous faire que du bien. Il n'y a pas de problème. Alors, lien direct, par contre, avec Robert Heinlein, qui ont été des liens tumultueux. Ils ont assez bien commencé. Les deux, là, Asimov et Heinlein, ont publié leur première nouvelle en 1939. Heinlein était plus âgé quand même, hein, mais peu importe, mais ils ont publié. Ils ont été, avec Arthur C. Clarke, ils ont été considérés comme les 3 grands de la science-fiction à l'époque. Ils étaient tous les deux les poulains de Campbell, celui qui a créé Astounding et qui a créé la science-fiction moderne. Hein. Voilà. Mais c'est là, après, Asimov, il a accepté que la valeur littéraire d'Heinlein et également qu'il a fait sortir la science-fiction du ghetto. Mais en fait, il était jaloux, hein, parce que il a eu tous les prix 10 ans avant lui, hein, le premier prix du roman 10 ans avant, le Nebula Award 12 ans avant, enfin bref. Il avait l'impression que l'autre le précédait toujours dans la notoriété. Et il était jaloux. Bon, c'est comme ça. Ils se sont bien tolérés longtemps, mais quand même, dans ses écrits, il a accusé Heinlein d'être pingre, de ne pas être humaniste. Hein.
que sa speculative fiction, ça valait pas la sienne. Hein. Et surtout, je trouve le coup de pied de l'âne, là, il lui reprochait d'être passé de la gauche, hein, au niveau idée politique, hein, à la droite à cause de sa troisième femme, Virginie. Comme s'il était influencé par sa femme, enfin bref, passons. Il a même fini les bataillons, hein, notre ami Elaine. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur sa biographie. Est-ce que ça te va? Ah ben oui, très bien. Bon. Alors on va attaquer parce qu'il y a beaucoup de choses dans Asimov. Bon, on va essayer d'être succinct, le plus succinct possible. Hein. On va attaquer l'histoire du futur, en fait. L'histoire du futur, c'est 3 cycles. Hein. C'est le cycle des robots, le cycle de l'Empire et le cycle de Fondation. Alors, comme Asimov ne fait jamais les choses comme tout le monde, hein, en réalité, il avait écrit les premières Fondations au début, mais dans le cycle de Fondation arrive à la fin. Bon, c'est pas grave, on refera ça dans l'ordre. Alors, pour les robots, je sais pas ce que les robots, d'abord, une définition à donner, hein, mais enfin, peu importe, un peu plus placé que moi, mieux placé que moi pour ça. Je pense qu'un robot, c'est surtout une machine, un automate qui est fait pour aider l'homme, quoi. Voilà, bon, c'est dans ce sens-là. Et c'est un mélange, hein, à la fois de mécanique, d'électronique, d'informatique, hein, dirigé par la robotique. Et la robotique, c'est un mot qu'a inventé, c'est un des mots qu'a inventé notre ami Asimov. Il a inventé le mot psychohistoire aussi, et il a inventé les mots de la robotique, on va y revenir. Le mot robot a été inventé, lui, par un auteur tchèque qui s'appelle Karel Čapek, dans une pièce qui s'appelle Rur, en 1920. Mais c'était des robots, des androïdes mais organiques, un peu comme Frankenstein. Ce n'étaient pas les vrais robots mécaniques, les métal, comme on en parle nous. Alors, l'originalité d'Asimov, pour faire bref, c'est que lui, il a voulu toujours décrire des robots bienveillants et non pas des robots menaçants, comme il appelle ça le complexe Frankenstein. Bon, il se trompait peut-être, mais enfin, c'est vrai que les robots à l'époque étaient souvent menaçants et pas du tout, entre guillemets, gentils. C'est l'approche de Asimov là-dessus. En fait, ça existait déjà. Il y avait déjà des auteurs américains qui s'appelaient Ayando Vander, qui avaient déjà écrit des histoires à succès sur des robots gentils. Ils avaient même écrit un de leurs livres qui s'appelait iRobot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais iRobot, c'est un titre qu'a repris Asimov après pour ses propres nouvelles de robots. Donc il ne s'est pas gêné, il a plagié, il n'a jamais dit que ça venait de Vander. Bon, c'est Asimov. Il était un peu excessif. Alors, les robots ont eu beaucoup de succès au cinéma, ça vous le savez. On ne va pas y revenir, mais lui, Asimov, avec Hollywood, il avait des problèmes parce que il disait, moi, mes scénarios là-bas, ils ne vont pas tenir compte, tout va m'échapper. Il avait raison d'ailleurs. De son vivant, il n'y a eu qu'un film qui a été sorti, il n'y pouvait absolument rien. Les droits avaient été vendus, mais il ne s'occupait de rien. Ça s'appelle Nightfall. C'est sorti en 88. Il a dit lui-même, c'est le plus grand navet de l'histoire du cinéma. Bon, d'ailleurs, effectivement, je crois que c'est... J'avoue, voilà. C'est dur. Alors, toujours pour une petite histoire, il avait comme ami Roddenberry, qui était l'auteur de Star Trek, quand même. Et alors ça, il s'entendait très bien avec Asimov. Et il prend Asimov comme conseiller technique pour son film. Alors Asimov va voir le film, il attend le générique, à la fin, quand il voit son nom, il applaudit à tout rond dans la salle. Hein. Et il y a quelqu'un qui dit, ne vous inquiétez pas, c'est Isaac Asimov qui vient de se voir sur l'écran. Bon, voilà. Toujours dans sa modestie. Bon, après, une fois qu'il est mort, il y a eu L'Homme bicentenaire, qui est un bon film. Il y a eu iRobot avec Will Smith, là, qui est quand même pas mal aussi. Et puis Fondation, mais ça, la série télé. Alors, toujours pour les robots, là, au début, eh bien, il faut parler des fameuses lois de la robotique. Alors, ces lois, elles viennent d'où d'abord? Elles ont été explicitées en 1942 dans Runaround, qui est une nouvelle d'Asimov. En fait, elles étaient déjà en 1941 dans une autre nouvelle qui s'appelait Reason, tout ça sous l'égide de Campbell. Et Campbell, quand il a vu Reason, c'est lui qui a dit, mais Isaac, là, c'est bien là tout ça, c'est lui qui a explicité les nouvelles, qui ont été en fait
révélées après par Asimov. Enfin bon, donc c'est Asimov qui les a faites, mais avec l'aide de Campbell quand même. Oh, il a reconnu, hein, mais ça ne le gêne pas de dire qu'il n'y a que lui qui l'a fait. Hein. Bon. Voilà. Alors, c'est loi de robotique, vous les connaissez. La première loi, c'est qu'un robot ne peut pas nuire à un être humain et doit lui porter aide en cas d'assistance, en cas de danger. Ça, c'est la loi numéro 1, intangible. C'est pour éviter justement les rébellions des robots, la fameuse rébellion. La loi numéro 2, c'est qu'un robot doit obéir à un être humain si ça ne vient pas en contradiction avec la première loi. Et la loi numéro 3, c'est qu'il doit se protéger à condition que ça ne vienne pas en contradiction avec la loi numéro 2 et numéro 1. Donc, effectivement, c'est la loi numéro 1 qui domine les autres et de loin. Il n'y a pas de problème. Or, ces 3 lois, c'est des lois qui ont été faites, bien sûr, par Asimov, par les concepteurs des robots. Et une 4e loi, la loi 0, qui a été faite par des robots eux-mêmes, robots Giscard. C'est pas plaisanté, hein, c'est pas Giscard d'Estaing, c'est robot Giscard et robot Danil qui ont fait dans Robot Empire et ont créé une 4e loi où l'humain est remplacé par l'humanité. Voilà. On verra un peu les conséquences que ça peut avoir. L'humanité est au-dessus des individus et des humains. Voilà. Donc, il a jonglé avec toutes ces lois, ces 3 lois, les 4 lois, dans toutes ces nouvelles, dans tous ces romans. C'est-à-dire, il en a montré les failles, il les a tournées, tricotées dans tous les sens, etc. La plupart des failles venaient de la programmation, soit programmation où on n'a pas vu les conséquences que ça allait avoir, soit erreur de programmation complète, hasard. Mais ça donne tout un tas de nouvelles. Moi, je me régale, quoi. C'est une logique, on ne va pas rentrer dans le détail. Parce que pratiquement, il y a, dans chacune de ces histoires, dans chacun de ces romans, ça fourmille de ces failles qu'il exploite dans ces lois. Par exemple, la loi numéro 1, simplement je dirais cet exemple, suffit d'avoir un robot intermédiaire qui peut amener une arme à quelqu'un d'autre pour dire que la première loi peut être tournée. On peut tuer un être humain avec l'aide d'un robot. C'est pas direct, mais enfin voilà. Bon. Il y en a d'autres. Une de ces héroïnes, c'est Suzanne Calvin. Suzanne Calvin, c'est une robot psychologue et à qui il fait dire dans un livre qu'en fait, eh bien, les 3 lois principales de la robotique, eh bien, ce sont des lois qui correspondent au fonctionnement humain. La première loi, c'est aimer son prochain, en fait. La deuxième loi, c'est respecter l'ordre. La troisième loi, c'est l'instinct de conservation. Bon. Petite anecdote toujours, j'aime bien ça, sur Asimov, quand il est allé voir l'Odyssée de l'espace, au cinéma, l'Odyssée de l'espace, il est sorti en colère, en décriant « Ils ont trahi la première loi ». Voilà, bon. Parce que vous vous rappelez qu'un robot, l'ordinateur qui est devenu fou et qui menace effectivement la survie d'un vaisseau. Bon, les romans, en fait, il y a 4 romans, Les Cavernes d'Acier Sous les feux du soleil, les premiers, puis après les robots de l'Orbe et les robots de l'Empire, les premiers des années 50 et les autres des années 80, qui a été écrit à ce moment-là, montrent l'opposition entre les terriens et ce qu'on appelle les spatiens. Les spatiens, en fait, c'est des colons terriens qui sont partis à l'époque et qui sont rentrés après en guerre contre la Terre-Mère et qui ont gagné. Donc il reste une population de terriens qui est de 8 milliards de personnes sur la Terre, avec des moyens précaires, qui sont enterrés dans des villes, justement, les fameuses villes d'acier, les villes souterraines, qui ont une vie courte, et qui ont horreur des robots, parce qu'ils ont peur que les robots leur prennent leur emploi, et que la phobie des espaces libres, des espaces, il leur faut vraiment, d'ailleurs, comme tu disais, d'Asimov, il leur faut une vie souterraine, de termites, ils sont parfaits. À l'opposé, il y a les spatiens, non, les spatiens, eux, ils sont 5,5 milliards pour 50 mondes. Les robots, ils en ont plein, très spécialisés, qui les aident beaucoup. Par exemple, sur un de leurs mondes, Solaria, où il y a simplement 20 000 habitants, il y a 1000 robots par habitant. Bon, donc, ils ont vraiment c'est une manie des robots. Et ils vivent très longtemps, ils vivent 400 ans, parce qu'ils font de l'eugénisme, c'est-à-dire de la sélection génétique. Ils utilisent énormément de prothèses. Ils ont eu la chance de terraformer, c'est-à-dire quand ils ont colonisé
des territoires où il n'y avait pas de germes. Et voilà, donc ils ont cette vie longue en fait, et le fait qu'ils soient aidés par les robots, c'est un frein pour eux, c'est évident. Et ils ont la phobie de la foule, des robots, des microbes, etc. C'est deux mondes opposés, mais c'est deux mondes en perdition. C'est deux mondes qui vont mourir, parce que justement, les uns, les terriens, parce qu'ils sont complètement sur eux-mêmes, repliés, complètement enquistés, et les autres qui ont peur d'avancer parce qu'ils veulent garder leur vie de 400 ans, ils ne veulent pas la risquer, ils veulent toujours avoir leur robot. Et il y a un homme qui va se lever contre ça, qui s'appelle Fastov, qui est le principal dirigeant, c'est intelligent le gars, il est allé au-delà de ça, le principal dirigeant des Spatiens, et parce qu'il a compris qu'il faut bouger, sinon tout va se scléroser. Et malgré les conservatismes, malgré les phobies des uns et des autres, hein, et avec l'aide d'un terrien qui s'appelle Elijah Ballet, qui est un détective, ils vont arriver à mettre un nouveau projet d'expansion spatiale. Hein. Et il a des terriens et des spatiens. Ça ne sera pas évident, mais il va y arriver, et surtout il va permettre aux spatiens de donner leur technique de vol spatial aux terriens pour qu'ils puissent partir de la Terre. Bon, il va falloir bien sûr lutter contre toutes les phobies diverses et variées, mais ils ont tous très bien compris, ils le savent, hein, que c'est les terriens qui vont gagner. Parce que les terriens, une fois qu'ils auront franchi le cap, le seuil de partir dans l'espace, hein, ben, ils vivent pas longtemps, ils ont cette finitude qui fait qu'ils font de conquête en conquête sans arrêt. Ils auront toujours très peu de robots. Et finalement, ben, les spatiens, ils vont rester chez eux, ils vont rien faire, et puis ils vont se scléroser, ils vont mourir de leur belle mort. Hein. Il n'y aura même pas de guerre entre eux. En fait, tout ça, ça va arriver à l'Empire, hein, l'Empire terrien. C'est ce que veut Fastov, hein, et c'est ce qui arrivera. Bon, les héros principaux, il y a donc, vous avez vu, on en a parlé un peu, il y a quelques humains, bien sûr, mais c'est surtout les robots. Alors il y a deux robots, Robot Giscard et Robot Danil. Ces deux robots sont particuliers parce que le robot Danil, c'est un robot humanoïde quasi parfait. Il ressemble vraiment à un humain. Et alors que Robot Giscard, c'est un robot humanoïde grossier. Mais il est arrivé, quand il était programmé, une erreur de programmation, il est télépathe. Il a gardé le secret, enfin, sauf pour Danil et quelques individus. Et cette télépathie lui permet de lire les pensées, les émotions et de les influencer. C'est quand même une arme extraordinaire. Et ils vont prendre de fait et cause pour les terriens, ces robots. Mais ils ne vont pas se battre, parce qu'il y a toujours la loi numéro 1, leur interdit de faire du mal aux humains. Et donc, ils vont, bien sûr, sous la suggestion de leur créateur, qui est Fastov, qui est un robot titien de qualité, mais également eux-mêmes, par leur propre programmation, par leur propre libre volonté, ils vont donc aider les terriens. Alors, par exemple, Giscard, il va stimuler les terriens chez eux là, pour qu'ils partent, etc. Il ne pourra pas stimuler les spatiens parce que les spatiens sont beaucoup plus bloqués. Bon. Et puis il va aller à l'encontre des conservateurs, etc. Et Robot Giscard va aller même jusqu'au sacrifice parce qu'il sait que les terriens aiment bien leur terre, quoi, leur terre originelle, et qu'ils n'en partiront pas. Et il va laisser faire une destruction radioactive lente de la Terre par les conservateurs. Il aurait pu l'empêcher, mais il dit je vais le laisser faire ça au nom de l'humanité justement, parce que comme ça les terriens sortiront complètement de la Terre, ils n'y reviendront pas et ils vont pouvoir aller vraiment faire la conquête pour laquelle ils sont programmés. Je trouve que c'est beau. C'est tellement beau que c'est un suicide, parce qu'en fait, il y a une contradiction très forte dans sa tête, et il grille, hein, carrément. Mais avant de griller, il va transmettre son don télépathique à Robot Danil, qui est son ami, et qui, lui, par contre, va accompagner l'humanité pendant plus de 20 000 ans jusqu'au bout. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les robots. Alors, je peux te passer maintenant la parole pour Fondation, et on verra sur quelques aspects des robots pour terminer. Ah, avec plaisir. Bah déjà, merci, parce que sacré travail de recherche, et j'ai pas grand chose à dire sur ce que tu as dit sur les robots. De toute façon, Asimov, pour moi, c'est le premier grand écrivain des robots qu'il y a eu. Et
sur les voies de la robotique, même si elles n'existent pas en tant que telles aujourd'hui dans la programmation des robots, les 3 ou 4 lois d'Asimov, elles sont en tout cas toujours mentionnées et utilisées dans sur ce qu'on appelle de l'éthique robotique, c'est-à-dire pour l'approche entre guillemets philosophique et éthique de la construction de robots. Et c'est enseigné. Puis il y a des tonnes de programmes de robots de défense, etc., qui portent les noms d'Asimov ou de personnages d'Asimov. Donc il a quand même laissé un impact énorme. Bon, revenons à la fondation, donc merci de me passer la main, puisque donc, si on continue le voyage, une fois que les humains se sont étendus dans la galaxie grâce aux robots qui les ont soutenus, ou un robot qui les a soutenus, on arrive au stade où la fondation, ça s'inscrit 22 000 ans après Jésus-Christ, grosso modo, et c'est l'humanité là, partout dans l'espace, et des millions de planètes sont colonisées. Et alors, ce qui est particulier, c'est qu'on arrive c'est régi sous la forme d'un empire qui est centralisé sur une planète qui s'appelle Trantor. Et sur cette planète, c'est de cette planète que rayonne tout l'empire humain. Et notamment, c'est un empire de paix et de progrès. On n'est plus dans une période de guerre, les conquêtes ont été faites, l'empire est stable, économiquement ça fonctionne. Mais à ce moment-là, il y a un mathématicien du nom de Harry Seldon, qui est vieillissant mais quand même très brillant, qui découvre, qui invente une science qui s'appelle la psychohistoire. J'en reparlerai un petit peu plus tard, ce qui est une science qui permet, en analysant les données existantes sur l'humanité, l'histoire, etc., de prédire les futurs possibles pour l'humanité. Et Seldon découvre à ce moment-là que sa science est bonne et qu'elle prédit un chaos barbare pour l'humanité pour les 30 000 ans à venir, et que l'Empire est sur le déclin, et que ce que l'on voit aujourd'hui comme une prospérité est en fait le début de la fin, et que ce n'est qu'une question d'années avant que l'Empire ne s'écroule et qu'il ne laisse place à un chaos. Évidemment, Seldon, ayant découvert ça, décide de trouver des solutions pour contrecarrer ça, et donc met en place ce qu'il appelle le plan Seldon. Un plan évidemment qui doit s'étaler sur plusieurs années et qui va aller au-delà de sa propre vie, et qui est centré, on va dire, sur l'établissement de ce qu'on appelle des fondations. Donc il y a la première fondation qui sera cachée en bordure de l'Empire sur une planète qui s'appelle Terminus. Et l'idée de cette fondation, c'est de regrouper des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs pour stocker tout le savoir technologique de la Terre et prendre le relais une fois la chute de l'Empire enclenchée, prendre le pouvoir politique, aller appuyer par les technologies avancées qu'elle a développées. Donc c'est un peu leur mission, c'est un peu la force visible et militaire et scientifique de Seldon. Donc il développe, il plante entre guillemets cette fondation sur Terminus. Mais en parallèle, c'est là où ça devient intéressant, il met en place une seconde fondation parce que Seldon pressent. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire que la première fondation n'a pas connaissance à proprement parler des prédictions de Seldon. Elle sait qu'elle a été instaurée par Seldon, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et même pire, ils ont l'illusion que les crises qui arrivent à l'Empire, il n'y a qu'eux qui sont capables de les résoudre. Et Seldon le sait très bien, et c'est pour ça qu'il crée une seconde fondation qui, elle a connaissance de la psychohistoire et de ses résultats, et dont la mission est qu'elle n'est pas faite de scientifiques, mais de ce qu'il appelle des mentalicistes. C'est des télépathes qui ont capacité un peu à manipuler les esprits, et de gens avec des capacités mentales plus développées. Donc eux, leur mission, c'est de rester cachés, c'est de ne pas prendre le pouvoir au sens politique, mais d'influencer la première fondation pour qu'elle arrive à résoudre les crises en pensant que c'est toujours elle qui l'a fait, qu'elle l'a fait en pleine conscience, alors qu'en fait, elle a été manipulée par la seconde. Donc en fait, la seconde fondation, c'est un peu un garde-fou. C'est elle qui prend c'est la force un peu cachée et invisible. Et donc toute l'histoire, évidemment, se passe sur plusieurs années, plusieurs siècles même, plusieurs générations. Au passage,
les Fondations, c'est une trilogie à la base. Donc, les 3 premiers bouquins, c'est Fondation, Fondation et Empire et Seconde Fondation. Que Asimov prolongera dans les années 80, donc il a quand même laissé 30 ans, parce que c'est les années 50, la première trilogie, 30 ans avant de prolonger la série, où il y aura deux livres, donc Fondation Foudroyée et Terre et Fondation, qui vont prolonger cette trilogie. Et plus tard, encore 2 livres qui seront au début de la trilogie, avant la trilogie, qui seront Prélude à Fondation et l'aube de Fondation. Donc ça fait comme 7 bouquins dans laquelle qui prennent une histoire qui sont plusieurs milliers d'années dans l'univers. Donc c'est quand même quelque chose de très vaste. Volontairement, je ne veux pas trop en dire plus sur Fondation parce que évidemment, ce plan magnifique de Seldon avec sa première et sa seconde fondation, la prévision de la chute de l'Empire, tout ça, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir des anomalies, des individus extraordinaires capables d'échapper un peu aux prévisions de Seldon. Et donc, et c'est là où commence vraiment l'aventure, quoi, de dire bon, ben, comment va s'en sortir l'humanité quand elle n'a pas la prédiction de Seldon sous la main et que ça sort un peu du cadre, comment elle va s'en sortir. Et donc Fondation, ça raconte ça, ça raconte effectivement toute l'histoire de l'Empire et de sa chute et de la naissance des fondations, mais aussi comment ces fondations vont survivre aux périls et aux différents dangers qu'elle va rencontrer. Juste pour la psychohistoire, d'abord c'est passionnant, hein, la psychohistoire. Alors il inventait, quoi qu'on en dise, bien sûr, il y a toujours des gens qui disent que et peut-être il s'est servi de prémices, quoi. Mais enfin bon, c'est lui quand même qui a créé ça. C'est-à-dire, en fait, c'est à partir vraiment de l'histoire, et c'est un passionné d'histoire, hein, tout à fait. notre ami Asimov. Hein. Et d'ailleurs, il aurait aimé être historien. C'était une de ses regrets de ne pas avoir été. Et donc, pour lui, à partir de l'évolution sociologique, psychologique, etc., de l'histoire, hein, on peut prévoir l'avenir, mais sous réserve que ce soit sur des études statistiques sur des populations immenses. Oui, je vais y venir. C'est pour ça que, juste pour parler d'autre chose, donc c'est pour ça que le truc de Trantor, le fait que Trantor, avec toutes ces planètes, ça va bien. Comme tu l'as dit, qu'ils ne sachent pas que ces populations-là ne sont pas au courant de la prévision, qu'il n'y ait pas de facteurs individuels, tu vas me parler du mulet, et alors là, c'est là que je voulais en venir, il ne faut pas qu'il y ait d'extraterrestres non plus. Parce que dans tout ça, dans le cycle des robots, dans le cycle de l'Empire, dans le cycle Fondation, il n'y a pas un extraterrestre. Alors ça, je te dis ça parce que pour les gens qui disent toujours la science-fiction, c'est les extraterrestres, c'est les martiens, il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas pourquoi? C'est une raison à ça. En fait, Campbell, le premier influenceur le premier maître, si on peut dire, d'Asimov, était un raciste complet. Alors à l'époque, bon, peut-être, je ne sais rien, mais pour lui, quand il mettait des extraterrestres, c'était pour les ridiculiser, c'était toujours les terrains gagnés, etc. Et pour lui, Asimov, ça le choquait, ça. Donc il ne voulait pas mettre d'extraterrestres, il n'en a mis que un seul de ses livres, hein, c'est c'est les dieux eux-mêmes, justement. Sinon, il n'en mettait pas d'extraterrestres. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que ça peut surprendre. Non, c'est intéressant, c'est vrai que j'y avais pas pensé, tu vois, en plus. C'est vrai que c'est pas. Ah oui, parce qu'ils auraient introduit effectivement quelque chose d'inconnu. C'est pour ça que la psychohistoire, c'était pas. Oui, alors en tout cas, de ce cycle des fondations, effectivement, il n'y a pas d'extraterrestres. Et le style, c'est un style à grande échelle. C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'expansion de l'humanité et comment elle va survivre à ces crises sur plusieurs millénaires, sur plusieurs milliers de planètes différentes. Donc c'est là où Asimov il se démarque. J'en parler un peu après par rapport à la série, c'est que le livre, c'est une odyssée, c'est pas une aventure sur un héros. Il n'y a rien d'héroïque. Il n'y a pas de héros qui perdure ou qui sont récurrents dans la série. Seldon l'est un peu au début. Sauf qu'en fait, il disparaît assez vite, paradoxalement, dans le bouquin. Et c'est plus un focus qui est plus au-dessus, sur l'humanité en général, que sur l'individu en particulier. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de romance, très peu chez Asimov, voire pas du tout. Quoi. Donc, le seul héros récurrent, c'est Robot Daniel. Hein.
C'est le seul qui est du bout à l'autre des cycles. Hein. Parce que c'est en Il n'y a pas un humain. Hein. Non, c'est ça. Après, ça dure 20 000 ans, donc il faut un humain qui soit quand même bon, Ça serait compliqué. un peu résistant. Donc oui, c'est peu centré sur les individus. Donc la psychohistoire, ce qui est intéressant d'en parler, donc pour la définir, c'est une science fictive hein, inventée par Asimov pour les besoins de son histoire. Mais elle est intéressante parce qu'elle est crédible, dans le sens où son fondement, c'est de dire, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui de l'histoire, de la sociologie, des mouvements sociétaux, combinés aux puissances des outils mathématiques et statistiques, de créer des modèles capables de prédire pas ce que va faire un individu, mais ce que va devenir l'humanité, avec une précision extrême et sur des très longues périodes. Et finalement, aujourd'hui, quand on voit les intelligences artificielles, etc., avec notamment le big data, donc la grosse collecte de données, ce principe de dire qu'un gros volume de données, on va en extraire de la prédiction pour faire l'avenir, pour envisager l'avenir, c'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle. Et ça, il l'a formulé sous forme de psychohistoire, et c'est passionnant. D'ailleurs, et puis ça le fait passer quand même à... On a l'impression qu'Asimov, il se met un peu en scène là-dedans. C'est le grand scientifique qui découvre quand même quelque chose, une émotion. Mais moi, je vois quand même un rapprochement entre Asimov et c'est évident, c'est pas la modestie qui l'étouffe. Hein. Oui. Mais ça veut dire... Je trouve que c'est intéressant aussi en termes de, comme tu disais, de civilisation. Comme c'est une saga qui s'étend sur plusieurs millénaires avec plusieurs cycles, c'est la dimension, elle est civilisationnelle, c'est des naissances de civilisation, des morts de civilisation. Et là, on voit tout à fait son attrait pour l'histoire des Romains, des Grecs, etc. Absolument, d'autant qu'il a dit lui-même, c'était un passionné de Gibbon. Gibbon, c'est un écrivain anglais du 19e, je crois, siècle, qui a écrit Le déclin et la chute de l'Empire romain. Et ce livre que j'ai lu, qui est un pavé comme ça, mais qui est extraordinaire, quoi. Il s'en est inspiré justement pour écrire Fondation. Ouais. Et je pense aussi le cycle des robots. En fait, on voit toujours sans arrêt. En fait, il y a les barbares, il y a les Romains, les barbares qui en fait auraient été peut-être les terriens qui ont été réduits à zéro et qui vont bouffer les Spatiens qui sont les Romains. Quoi. Ouais. Moi, je vois comment ça en fait. Et l'Empire, hein, après. Et bon, du coup, quand même, ce livre, moi, quand je l'ai lu, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ça mériterait une adaptation de film. Parce que La Guerre des Étoiles, d'ailleurs, d'Asimov, dit ouvertement que Star Wars s'est inspiré de son œuvre. Comment en toute modestie, une fois de plus. Si, mais on le sent, le côté grande échelle. Civilisation aussi, parce qu'il y a un côté politique dans La Guerre des Étoiles, avec l'Empire. Pareil, il y a les rebelles, Par contre, il y a des extraterrestres, là. Ah oui, il n'y a que ça, quasiment. Mais on sent quand même une inspiration. Oui, tout à fait. Mais finalement, cette adaptation, elle est arrivée par la série, puisqu'en 2021, on a eu droit à Apple télé a sorti donc la première saison de Fondation sous forme de série. Donc aujourd'hui, on en est à la 3e. Je ne veux pas non plus, pareil, raconter, parce que c'est un peu inutile, mais puis donner son avis, c'est un peu compliqué, parce que pour moi, c'est une série qui est dure à évaluer, parce que elle est hyper... je la trouve assez... c'est un peu un défaut, inconstante, mais elle peut monter haut en qualité, comme elle peut être moyen. Donc c'est dur de la recommander ou pas. Enfin bref, moi, la saison 1, je n'avais pas trop accroché, la saison 2, je la trouve extraordinaire, et la saison 3, finalement, au milieu, hein, ni génial, ni pas bien. Ce qui est alors la différence avec le bouquin, donc il y a beaucoup de libertés qui sont prises par rapport au livre. Hein. Déjà, on est sur quelque chose, certes, toujours qui s'inscrit dans des cycles longs, etc. Mais on a beaucoup plus de héros récurrents. Après, pour les besoins aussi du cinéma, c'est quand même intéressant d'avoir des personnages qu'on revoit. Il y a un peu de romance qu'il n'y a pas du tout dans le livre. Ça prend une certaine place. Ce qui peut un peu contredire l'idée d'Asimov de dire que les humains, finalement, avec la psychohistoire, c'est le côté un peu de prédestination, de destin déjà écrit. Finalement, de dire que des individus seuls peuvent influencer le cours de l'histoire de l'humanité, c'est un peu en contradictoire. Mais bon, on va dire que ça passe. Il y a des décors, je trouve que visuellement c'est extraordinaire. Je trouve que c'est une série à gros budget, mais
les combats, les vaisseaux, les planètes, les effets spéciaux, tout ça, c'est parfait. Sur l'histoire, voilà, il y a du bien et du moins bien, mais quand même, je la recommanderais. Déjà, c'est souvent l'argument de dire qu'il n'y a pas beaucoup de séries de SF, de bons films de SF en général. Donc, quand il y en a un, même, il faut le voir. Et de deux, il est quand même assez qualitatif pour ne pas le classer dans les navets. Donc, je reconnais que j'ai eu de la peine à accrocher au début, et c'est pas ce que tu m'as dit qu'il fallait accrocher, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments, comme tu dis, où on s'ennuie, quoi, on comprend pas trop, quoi. Et puis d'un seul coup, ça y est, ça démarre, et c'est passionnant, hein, il y a des choses passionnantes. Et sa fille Robin est conseillère technique. Là, oui, elle travaille sur la série. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc c'est un gage de qualité, quoi. Et alors, autant je suis critique sur certaines choses, autant je trouve qu'il y a eu des nouveautés qui collent bien à Asimov. Par exemple, j'avais beaucoup aimé bon, il ne faut pas trop raconter quand même la série, mais l'Empire est représenté par une dynastie, les Cléons, et qui ne se reproduit que par clonage, en fait. Et le concept qu'ils ont fait là-dedans, qui est propre à la série, puisqu'il n'est pas, dans le livre, en tout cas, il n'est pas explicité comme ça, je le trouve qui colle exactement avec l'idée de déclin que veut Asimov, l'idée de dynastie qui dépasse l'individu, etc. Donc ça, pour moi, c'est super, ce concept-là. Les robots aussi sont plutôt bien abordés dans la série, et ça, c'est quand même des sacrés plus qui font une différence par rapport au livre. Donc, de toute façon, moi, je conseille de les lire et de le voir. Il n'y a pas de risque, c'est très compatible. Ce ne sont pas des copies exactes l'un de l'autre, et vous pouvez d'abord lire les livres, voir la série, puis après lire les livres. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas tellement de redites finalement, donc c'est intéressant. Et puis, voilà, en tout cas, c'est pour moi, je ne suis pas le seul, puisque je crois que c'est 20 millions d'exemplaires, le cycle des fondations. Fondation, oui, c'est énorme. Je dis c'est le deuxième vendeur après Herbert, donc c'est surtout Fondation et effectivement le cycle des robots, quoi. Mais c'est passionnant. Hein, moi, j'ai commencé à lire jeune, on n'avait pas fait de rappel au départ. Mais c'est vrai que les deux premiers livres que j'ai lus de lui, c'est Caverne d'acier, Kyber Steel et le premier Fondation. Et le premier Fondation, j'étais jeune, quand je l'ai lu, je n'avais pas tout compris. Parce que c'est quand même... bon, Caverne d'acier, il n'y a pas de problème. Hein, mais les Fondations, c'est vraiment... c'est structuré, quoi. Mais en même temps, c'est... Comme tu dis, comme ça évolue au fur et à mesure du temps, les héros changent en permanence. Donc, il y a ce fil de Seldon qui a fait ses prédictions, puis qui revient de temps en temps par des vidéos, etc., qui explique. Enfin, voilà, c'est à voir, ça a eu beaucoup de succès, mais c'est normal. Voilà. Donc pour moi, oui, c'est l'œuvre, c'est celle qui m'a fait aimer la science-fiction, et c'est celle qui me fait... je veux dire, c'est moi les premiers bouquins que tu m'avais conseillé, c'était lui, Asimov et Wool, donc les Fondations et Stéphane. Il n'y a pas de problème. On peut pas, à mon avis, on ne peut pas parler de science-fiction si on n'a pas lu Asimov, ça c'est évident. Hull, bon, c'est français, pourquoi pas. Mais Asimov, non, c'est pas possible. On ne peut pas passer le cycle des robots et le cycle des fondations. C'est pas, enfin, pour moi. Hein. Bon. Après, il a beaucoup écrit, mais quand même, c'est quand même de qualité. Donc voilà, moi je ne veux pas rentrer plus non plus sur Fondation, puisque je pense qu'il faut le lire, et qu'on en a dit assez j'en ai dit assez pour donner envie de le lire. Oui. Est-ce que tu veux du coup compléter? On va compléter, disons, parce que justement, il a écrit, donc, il a fait une acrobatie là, sur son histoire du futur. Parce qu'en fait, il a écrit le début du cycle des robots et le début du cycle de Fondation dans les années 50. Et le cycle de l'Empire, pas de problème, il a écrit dans les années 50, là on n'en parle plus. Et comme il avait arrêté la science-fiction pendant quelques années, il a repris les années 80. Donc il y avait quand même un grand écart. Beaucoup de choses s'étaient passées dans la vie, scientifique, etc. Donc il a refait une cohérence à toute son histoire du futur. Donc il a dû y passer, c'est quand même un type intelligent. Hein, bon. C'est peut-être un ordinateur, lui, c'est peut-être un cyborg, je ne sais pas. Bon. Donc, alors le premier, là, pour faire le lien, d'abord, les deux premiers livres, dans le cycle des robots, c'est Les Caméras d'acier et Face aux Feuilles, sont deux enquêtes policières.
parce qu'il aimait bien la police. Et entre parenthèses, enquête policière science-fiction, c'est pas si fréquent que ça. Je vous rappelle Outland, hein, le chef de l'espace, là, avec Sean Connery, et Silo. Hein, Silo aussi, c'est un peu ça. Mais bon, lui, il aimait ça. Alors, il a repris après les robots de l'aube. Alors là, c'est à nouveau un meurtre, hein, mais c'est le meurtre d'un robot. Là, et donc, voilà. Donc, ça, c'était le lien. Et il a essayé d'introduire tout le temps des choses nouvelles. Il a fait un véritable travail de script boy, si on peut dire. Il a introduit les ordinateurs qui n'existaient pas à l'époque, hein, des années 50, il les a introduits dans les années 80. Et il fallait qu'il introduise la psychohistoire, parce que sinon ça allait tomber comme quelque chose qui tombait du ciel, quoi. Donc, il a introduit dans les robots de l'aube et les robots de l'Empire, qui sont les 2 derniers tomes des robots, il a introduit la psychohistoire par le biais de Fastolf, qui commence à dire il faudrait quand même qu'il y ait une psychohistoire ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. Il prévient. Et le fameux robot Giscard, qui lui aussi dit la même chose, puisqu'il y a des lois de la robotique, il doit y avoir des lois de l'humanique. Donc, il introduit cette idée dans le cycle. C'est quand même intéressant. Et également, au début, dans le cycle des robots, on voit que la Terre va disparaître, hein, parce c'est pour ça qu'après, dans le cycle de l'Empire, la capitale, tout ça, c'est ailleurs, c'est 30 heures. La Terre a disparu. Elle est radioactive, elle n'a pas disparu. On ne peut plus y aller. Donc, dans le premier cycle des robots, il y a Fastolf, il y a Elijah Ballet, qui sont des humains qui vont disparaître, hein, qui vont mourir. Hein. Et il y a le robot Giscard qui disparaît aussi parce qu'il se sacrifie. Il reste le robot Daniel. Et le robot Daniel, 10 000 ans après, il traverse le cycle de l'Empire. Hein, et encore 10 000 ans après, il a 20 000 ans, le robot, il arrive finalement au cycle de fondation. Et alors là, il a un rôle important parce qu'il va prendre le rôle, enfin, il va se masquer sous un personnage qui s'appelle Eto de Merzel, qui est en fait le conseiller principal de Cléon Ier, qui est l'empereur à ce moment-là de l'Empire. Et pour 2 raisons. La première, c'est d'essayer de freiner la dégradation de l'Empire qui a été prévue. Et aussi, voilà, il y en a même qui disent que c'est lui qui dit à Harry Seldon la psychohistoire ou non. Mais il le protège pour qu'il puisse... et il le stimule pour qu'il fasse la psychohistoire et pour qu'il crée Fondation, la première Fondation. Donc, il a un rôle important à ce niveau-là. Et c'est pas fini, parce que dans la dernière Fondation, Terre et Fondation, on retrouve notre ami Daniel sur la Lune, dans une base souterraine, où il y avait d'autres robots qu'il a transmis la télépathie, etc. Et des humains sélectionnés qui viennent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'humanité, parce qu'il est toujours là comme un ange gardien quelque part. C'est lui qui dirige l'humanité, mais il n'a pas le droit, les lois de la robotique lui interdisent de diriger en vrai. Il ne peut que suggérer. Et là, donc il va suggérer à ces humains qui vont venir d'aller vers Galaxia, qui est en fait l'avenir de l'humanité. Voilà. Bon, c'est quand même, il y a du souffle. Hein. C'est quelque chose. Alors, moi, je voulais terminer par quelques questions sur les robots. Pour faire hurler notre ami Kadik, qui est mort, qui ne supportait pas les robots. Enfin, bon, il y a des choses intéressantes. D'abord, des relations des humains vers les robots. Bon, Elijah Ballet, qui est le détective, donc policier, qui va se retrouver à parier un robot de Daniel, au départ, qui est lui d'origine spatienne, hein, un robot spatien, et lui c'est un terrien, pour faire leurs enquêtes policières. Les 3 enquêtes, là, c'est eux 3 qui vont les faire. Eux 2, pardon, qui vont les faire. Et c'est très intéressant parce que, d'abord, il ne se rend pas compte au départ, Elijah Ballet, qu'il a affaire à un robot. Et quand il le sait, c'est la catastrophe. Parce que les terriens ont été élevés anti-robots. Et puis, on voit l'évolution des choses. Et finalement, il en arrive, non content de bien s'entendre avec lui, de le considérer comme un ami.
Il dit, pour moi, tu es un humain, tu es un terrien, tu es un humain, tu n'es pas un robot. Et l'autre lui dit, non, je suis un robot, non, 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 parce qu'il il est gentil, Daniel, il n'a pas comment dire, d'ambition démesurée, si on peut dire, hein. En tout cas pour lui. Donc ça, c'est un point important. Les amours. Il y a l'amour physique aussi qui joue, parce que Gladia, qui est une des héroïnes, je n'ai pas parlé, parce qu'en fait, avant, elle va tomber amoureuse d'Elijah Ballet, c'est une Spatienne, hein. Et comme elle est, à un moment donné, elle craque, elle tombe amoureuse d'un robot. C'est un robot Jander, qui est un robot jumeau. Ils sont que deux robots comme ça, humanoïdes, parfaits. Et elle va tomber amoureuse de Jander, qui la satisfait complètement, à tous les niveaux. Sexuel, soutien, etc. Et à tel point qu'elle elle dit c'est mon mari. C'est quand même, Asimov fait les années. C'est au départ, c'est dans les années 50, hein, c'est pas évident. Hein. Et de même, Harry Seldon, alors là, c'est pas tout à fait clair, mais il tombe amoureux de Dors, qui serait sans doute un robot aussi. Il est amoureux, voilà. Et, autre point toujours des humains vers les robots. Il y a une des premières nouvelles qui s'appelle Ruby. Il y a Gloria, la petite, qui est fanatisée, qui est amoureuse complètement de son robot nurse, quoi. Bon, il y a plein de choses comme ça. Les humains aiment vraiment, au sens vrai du terme, leur robot. À condition qu'ils soient plutôt quand même humanoïdes, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon. Entre parenthèses, on en reparlera des robots humanoïdes et de cette fameuse vallée de lettrage qui fait que c'est un japonais qui a fait ça, un roboticien japonais, qui a dit qu'on a un rejet d'un robot humanoïde s'il est mal fait. Parce qu'on ne voit que ses imperfections, il nous fait peur. Et après l'avoir rejeté, on l'accepte. Ils appellent ça, cette phase, la vallée de lettrage, parce qu'on sent que c'est un étranger, quoi. On l'accepterait d'emblée si c'était un humanoïde parfait, comme Daniel, ou au contraire, s'il est très grossier, comme Giscard. Là, il n'y a pas de problème. On voit que c'est un robot, là, c'est un homme. Mais quand c'est entre les deux, ça fait peur. Je ne sais pas si c'est ça la vallée de lettrage, mais je crois que c'est ce que j'ai compris. Bon, alors après, on va aller du robot vers les hommes. On va prendre 3 robots comme exemple, le robot Giscard, le robot Daniel, et le robot Andrew, qui est un robot de l'homme bicentenaire, qui est remarquable, ça, ce livre. J'ai pas vu le film, il paraît que c'est extraordinaire. C'est Robin Williams, je crois, hein, mais c'est bon. Mais j'irai le voir, hein, parce que ça, je pense que c'est un film qui doit avoir le coup. Alors en fait, ces robots, les robots d'Asimov, hein, on n'est pas dans nos robots à nous, hein, les robots d'Asimov, ils ont le langage. Ils ont l'intelligence, comme on dit, dialogique. C'est-à-dire qu'ils, non contents d'avoir un langage, ils peuvent dialoguer exactement comme un dialogue entre nous, quoi. C'est pareil. Bon. La deuxième qualité, on en a parlé, c'est les émotions. Ils sont capables d'éprouver de la joie. Quand il voit son ami, il est heureux. Ou quand il voit le robot Giscard, il est heureux. Et aussi de la tristesse quand ils vont mourir. Il n'a jamais de peur, ils n'ont pas de peur ni de colère, mais la joie et la tristesse, ils peuvent la sentir. L'empathie, donc l'amitié, on en a déjà parlé, l'amour, du coup, parce que l'amour physique, on a vu que c'était tout à fait faisable. Ils peuvent s'auto-reproduire quelque part, puisque Robot Giscard transmet son pouvoir télépathique à Robot Daniel, qui le transmet à d'autres. Ils peuvent se reprogrammer, donc ils ont ce pouvoir de se reproduire. Ils sont autonomes, ils peuvent raisonner, ils peuvent penser, ils ont une morale, la morale des lois, hein, des lois de la robotique. Hein. C'est quand même, enfin moi je trouve ça aussi intéressant. Ils sont capables de faire de l'art. Robot Andrew, c'est un sculpteur, hein. Il sculpte le bois, il gagne au début sa vie avec ça. Ils ont la conscience, parce qu'ils peuvent dire je, d'ailleurs I, robot. Il y a quelqu'un de conscient qui peut dire ça. Et puis ils ont le sens de la finitude, ce fameux truc de la mort. D'abord par Robot Giscard, on l'a déjà dit, quand il se sacrifie. Le sens qu'a, avec en plus une connotation de tristesse de
de la part de Robot Daniel. Il lui dit Robot Giscard, reviens, quand tu vois qu'il va mourir. Donc il a quand même une très forte sensibilité. Robot Andrew, là, alors là c'est magnifique, parce que ce robot, il veut être comme les hommes. Il obtient d'abord la liberté, et puis ensuite il voit que les hommes ne s'accrochent pas. Pourquoi? Parce que lui, il est immortel. Et de lui-même, il va devenir mortel, il va programmer sa mort. C'est magnifique, quoi. Et puis, toujours cette finitude, Robot Daniel, à la fin de Fondation, de Terre et Fondation, comme il sent quand même, après 20 000 ans, qu'il est un peu défaillant au niveau cerveau, il va fusionner son cerveau avec celui d'un humain, d'un jeune humain, mais qui est volontaire. Hein. Ça aussi, ça veut dire qu'il sait qu'il va finir et que, voilà. Bon. Ça, c'est 8 critères de quoi? Eh bien, ça veut dire que tu es vivant. Donc, les robots d'Asimov sont vivants. Ce ne sont pas des... C'est pour ça que tu vois où je vais venir. Oui, bon. oui. Ce ne sont pas des choses. Un homme qui s'appelle Slama, qui est professeur de droit, qui a écrit là-dessus, et qui a dit que si, il a écrit ça en 2020, c'est pas vieux, si les robots continuent à acquérir des capacités cognitives et d'indépendance, d'autonomie, comme ils font là, les nôtres robots, pas ceux d'Asimov, au bout d'un moment, ce ne seront plus des choses, ce seront des êtres. Donc là, je pense que Dick se suicide, il est déjà mort. Bon, non, on n'y est pas encore, à mon avis, je ne sais pas ce que tu as pensé. Non, on n'est pas, mais c'est vrai qu'on fait des progrès en ce sens. C'est que... Après, juste une remarque là-dessus, c'est vrai qu'il y a un côté un peu magie et boîte noire aujourd'hui quand on voit des robots ou ceux qui sont capables de faire et on a tendance à attribuer un peu ce manque de connaissances, de dire c'est de l'autonomie, c'est de l'intelligence, c'est du libre arbitre, etc., qui sont des traits qu'on pourrait attribuer à des humains. Or, aujourd'hui, derrière, c'est encore beaucoup de programmation et de logique. On n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'on sent quand même que le progrès, à la vitesse où on va, ce qui est intéressant aussi avec ces intelligences, c'est qu'elles sont étudiées et anticipées depuis les années 50 ou 60. Ce qui nous manquait, c'était des puissances de calcul pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec les processeurs qui vont de plus en plus vite, c'est ça qui a permis de débloquer la situation et de les rendre en œuvre. Mais la théorie, d'ailleurs, Asimov et tout, qu'elle soit littéraire ou artistique ou scientifique, elle existe depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, on a un boom parce qu'on a un boom des puissances de calcul et un boom sur la collecte de la donnée, où des monstres de l'informatique ont collecté de la donnée pendant des années et des années, ce qui a permis de créer des modèles d'apprentissage et de prédiction. Donc à voir, quand l'étape numéro 2, est-ce que ça va être d'avoir une intelligence par-dessus tout ça et faire émerger une intelligence autonome. Là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans un programme classique, quand quelque chose ne marche pas, on peut trouver la ligne où il y a un bug, c'est de la logique. On peut dire, là j'ai fait une erreur logique, c'est ici que c'est situé l'erreur. Dans les IA, pour aller trouver où est l'erreur logique, bon courage. Parce que c'est des réseaux de neurones imbriqués sur plusieurs niveaux qui font des allers-retours avec... bon bref, c'est impossible, là, humainement, d'aller voir où est le bug. Donc là, ça devient un peu de la magie déjà. Et on a créé des couches tellement complexes qu'il n'y aura plus que les robots, que des machines pour comprendre les machines. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant. C'est ce que je voulais dire, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, moi le premier, hein, je crois qu'on veut, pour nous, il faut qu'ils nous copient. En réalité, c'est cette fameuse phrase que j'ai mis longtemps à comprendre, hein, enfin, j'avais compris, mais à saisir toutes les trucs, on ne peut pas, pour apprendre à voler, on n'est pas obligé d'avoir des ailes comme un oiseau, on peut prendre un avion. Voilà. Et effectivement, c'est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'on pourra avoir effectivement une évolution des robots, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, etc., qui sera différente de l'humain. Nous, on gardera, comme je disais, notre sens de l'humour, notre mauvaise foi, ça, pas de problème, c'est humain. Je ne crois pas que les robots aient besoin d'avoir ça. Voilà. Même tout enfin, je veux dire, l'acte gratuit, le côté imprévisible, l'esthétique, tout ça, ben bon, peu importe. On ne sait pas. Mais moi, je pense qu'on n'évoluera pas vers un homme bis. Ah non. Ça sera, si ça évolue, ça sera autre chose. Il y a déjà des expériences, entre guillemets, qui vont dans le sens de ce que tu dis. Il y avait mis 2 intelligences capables de dialoguer
avec des humains, entre elles, juste sans intervention humaine. Au bout de quelques heures, elles avaient inventé un propre langage qu'aucun humain ne pouvait comprendre. Pourquoi ? Parce qui marchait bien pour communiquer entre elles, les machines. Donc elles avaient déjà inventé un langage à elles, qui nous était inconnu, et ça a fait tellement peur que déjà, on m'a envie juste de débrancher la prise, de dire bon, ça suffit. C'est une nouvelle d'Asimov, il essaie de débrancher la prise, mais c'est compliqué parce qu'il se défend, le robot. Oui. Mais c'est le learning, ça. C'est-à-dire ils apprennent au fur et à mesure. Non, le machine learning, c'est encore autre chose. Ils l'ont, ça. Donc ils peuvent s'auto-programmer. Là, ils arrivent à un stade où, oui, ils aiment, oui. Et c'est là où ça devient intéressant. Avant que tu me parles du test de Turing, là, juste pour terminer, je voulais dire quand même que bon, c'est vrai que les lois de la robotique ne s'appliquent pas. Il y a un boom sur les robots en Chine et aux États-Unis. Il y a des robots de service, de la santé, le spatial, l'industrie, tout ça. Mais bon, c'est des robots bien programmés, ils ne sont pas dangereux. Mais par contre, il y a le SALA, là, le système d'armes létales autonomes, c'est-à-dire en fait, en gros, les drones, qui ont éclaté en Ukraine ou à Gaza, parce que là, ça fait du bien à tous les commanditaires, ils sont contents, les armées, là. En fait, on est arrivé quand même, ça c'est extraordinairement mauvais. On est arrivé à créer des machines qui, une fois qu'elles ont ciblé, qu'elles ont une cible, elles tirent sans commande humaine, c'est-à-dire, parce que le temps perdu à avoir l'intervention humaine et du temps que tu ne retrouves pas. Donc elles sont programmées pour ça. Donc moi je trouve ça affreux. Affreux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent que ce soit réglementé, mais bon, voilà, je veux juste dire ça. Je veux que tu me parles très brièvement du test de Turing, qui aurait intéressé, je pense, Dick, parce qu'il voulait toujours... D'ailleurs, le test de Turing a été utilisé, le fameux test de Blade Runner. J'ai lu qu'il était dérivé du test de Turing, tu sais, là où on monte des trucs, etc. Explique-nous, le test de Turing, c'est intéressant. Déjà, Turing est une personne intéressante, puisque c'est le père un peu de l'informatique. C'est quand même la personne qui a quasiment inventé l'ordinateur et qui a participé notamment au décryptage du système de codage des Allemands Enigma dans les années 40, dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui lui a sauvé énormément de vies grâce à ça, qui a été d'ailleurs récompensé par une castration chimique de la part du gouvernement anglais, ça c'est pour la parenthèse. Mais bon, il avait donc très branché robotique, il a construit l'ordinateur lui-même, les portes logiques, tout ça, enfin, il avait tout compris. Et pour lui, quand il avait mis l'hypothèse que parce que quand on parle de robots, c'est qu'on était hors d'émergence, d'intelligence, etc. À quel moment, est-ce que c'est la question que posait Slama, la personne Slama, qui disait à quel moment on peut considérer qu'ils sont vraiment des êtres vivants, enfin, qu'ils sont autonomes, etc. Mais Turing avait une opinion là-dessus, enfin un test là-dessus, qui disait que si vous prenez un robot et un humain que vous faites dialoguer entre eux, et qu'on était une tierce personne, et que cette tierce personne qui écoute juste les dialogues ne peut pas savoir, ne peut pas déterminer avec précision à 100% qui est l'humain, qui est le robot, c'est qu'on a atteint le stade où le robot est au niveau de l'homme. Oui. Donc, on ne peut pas le discerner. En même temps, moi j'ai toujours... alors il est très très brillant, Turing, je ne veux pas le critiquer, loin de là, ou peut-être que je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit non plus. Je trouve que faut se méfier entre imitation et intelligence. La frontière, elle est toujours compliquée. De dire, est-ce qu'on n'a pas juste fait un Claude, un imitateur parfait ? Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il ne faut pas une fois que ce soit pas une imitation. Voilà, pour moi, il faut aller encore plus loin. Je sais qu'il avait mis d'autres hypothèses, mais j'ai pas suivi plus. Mais c'est vrai que ça va devenir une des questions, un challenge de notre génération, du futur, de réglementer, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de clarifier cette situation. On ne peut pas prendre maintenant, ouvrir un site, c'est le Kafka, là, hein, ce truc-là, où il faut dire des photos, mais ça vaut rien. Captcha, ça paraît... je pense que l'intelligence artificielle, quand tu vois, je pense que ça en est une, le chat GPT. Là. Ah oui, ça en est une. C'est extraordinaire quand même. Moi des LLM. J'ai des personnes qui font justement des musiques, avec le chat GPT. Quoi. Vous leur donnez des paroles, il vous met la musique et le chanteur dessus. Quoi. La révolution, c'est que c'est
Mais là, c'est pareil. Bon, ça marche, le principe des ChatGPT et des LLM en général, c'est de dire, c'est par un prompt, donc par un texte que te rentre l'utilisateur, une question que tu poses, un cadre que tu donnes, que la machine va chercher, elle comprend ce que tu lui demandes, va chercher de l'information dans des bases de données énormes qu'elle a constituées et te sort une réponse intelligente. C'est génial parce que l'avantage, c'est que ça s'adapte à l'humain, puisqu'il suffit de verbaliser. Par contre, ça nécessite de savoir verbaliser ce qu'on veut. Oui, je comprends. Ouais. Et les confusions et les erreurs, finalement, viennent plus des humains qui formulent mal leurs choses, mais aussi de la machine qui répond un peu à côté. Mais c'est un progrès fabuleux. C'est un outil aujourd'hui qui va devenir indispensable. Sans parler, comme on disait avant, avant d'enregistrer, les interfaces cerveau-machine, etc. Bon, écoute. Il y a on peut aller loin. On va arrêter là, je crois, parce que ça. C'est bien, mais c'est bien de laisser des questions. Tout à fait, exactement, je suis d'accord avec toi. Ben, du coup, on peut conclure peut-être là-dessus. Absolument, tout à fait. Ben voilà, donc ça fait un an tout pile que nous avons fait cette série, avec beaucoup de travail et quand même, de bonheur et des fois de difficultés techniques. Nous sommes en train de réfléchir à comment nous allons continuer la chaîne, sous quel format nous allons adopter. Donc si vous avez aussi peut-être des suggestions, ben, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, ça pourra nous donner des idées. Nous, on en a de notre côté, mais on va pas en parler maintenant, parce qu'on ne sait pas trop précisément où on va aller. Mais probablement des formats peut-être un peu plus courts, un peu plus dynamiques. En tout cas, c'était un plaisir. Enfin, moi, c'était génial de faire ça avec toi. Je suis content qu'on ait rendu honneur à ces auteurs un peu, je ne dire pas oublier, mais majeurs de la science-fiction du siècle dernier, maintenant, il faut le dire. Et voilà, de mettre qu'on ait pu se faire plaisir aussi là-dessus. Je suis content aussi qu'on ait fait l'épisode sur Wool parmi ces héros, parce que c'est un de ceux qui nous tient à cœur, un des auteurs qui nous tient à cœur. Je suis surtout très content de le faire avec toi. Voilà, moi aussi, c'est un partage tout à fait super. Il n'y a pas d'autre mot. Ben merci. Bon boulot. Merci à vous. Au revoir.